Eh bien, du coup, bienvenue à toutes et à tous dans cette petite table ronde digitale sur le CRM, un vaste sujet évidemment, s'il en est. On va faire un petit tour de table. Allez, Michel, tu commences? Ah, est-ce que Michel m'entend? Bon, on va commencer par Benoît. Oui, donc bonjour à toutes. Donc Benoît, ça fait donc maintenant une trentaine d'années que je travaille dans l'industrie, d'abord dans un grand groupe, je ne sais pas si on peut nommer Alstom en l'occurrence, et puis après Tu peux? dans deux ETI, voilà, où j'ai occupé plutôt des responsabilités opérationnelles en direction générale de filiale ou en siège. Et voilà, j'ai été régulièrement confronté à des déploiements d'outils informatiques, dont des CRM, dans des forces commerciales plus ou moins nombreuses. Récemment, c'était dans des équipes commerciales de près de 80 ou 90 personnes. Voilà. D'accord. Ce sera intéressant d'avoir ton point de vue, d'entendre ton point de vue. Alors, qui a un micro qui est ouvert? Bon, si Fred, tu veux, allez, je peux Fred. me Ouais, présenter. Donc, désolé pour le retard. Donc, pas de Frédéric souci. Cannevet, je suis product manager chez Locan, qui est une solution de centre de contact qui se connecte justement au CRM. Et pendant pas mal d'années, j'ai été product manager pour pas mal de solutions de CRM. Et donc, je connais bien le marché. Et enfin, je suis aussi utilisateur au quotidien du CRM, puisque je suis administrateur du CRM de la boîte. Et donc, je connais très bien les problématiques de fidélisation, de commercialisation. Donc, je donnerai à la fois mes trois casquettes. Absolument. Conseilmarketing.com, c'est ça ton blog, Fred? Exactement, ça c'est mon blog Voilà, perso et puis allez locan.com. voir, c'est une mine d'informations. Sonny, Bonjour, donc je suis Sonny Paris, je suis le CEO cofondateur de NoCRM. NoCRM, c'est un logiciel de prospection commerciale, un espèce d'anti-CRM entre guillemets, ou plus précisément peut-être on verra un pré-CRM, mais voilà, ça rentre dans dans cet univers des outils liés à la gestion de l'entreprise, de la prospection, des choses comme ça, et on va rentrer un peu plus dans le détail. super, merci Sonny. Michel, est-ce que tu es de retour avec un micro qui fonctionne? Alors, est-ce que vous m'entendez là tout d'abord? Voilà, parfait, C'est super, bon. Donc, super. bonjour à tous et à tous. Finalement, je raccroche un peu difficilement pour des raisons techniques. Donc, moi, je suis le président de Soeman Group. Soeman, donc, c'est une PME du numérique qui travaille avec l'édition et l'intégration de la solution Soeman, qui porte le même nom que la société, et qui est une solution qui s'adresse principalement au mid-market, PME, les ETI, dans des segments principalement de l'industrie et du commerce B2B. Et Swayman Solution n'est pas qu'un CRM, mais bon, c'est quand même autour d'un CRM étendu que se construit, si vous voulez, la solution. Et la proposition de valeur, elle touche, comme je vous l'ai dit, principalement le secteur de l'industrie, du commerce B2B, et on traite en gros toutes les grandes phases, un peu de la gestion de la relation client, mais pas que du CRM, parce qu'il y a beaucoup de process qui sont interconnectés autour du client. Et on gravite finalement pour englober l'ensemble des process qui généralement sont mal adressés numériquement par les ERP de gestion. D'accord, super. Et tu es accompagné, je crois que tu as Victor avec toi, Ah oui, Victor. un de tes collaborateurs, parce que on le voit dans le cas de la vidéo, donc Dac, 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 oui, oui. on va lui laisser quand même l'occasion de se présenter. Et du coup, voilà, donc Victor Adgen, chargé d'affaires chez Soeman Group. Voilà, je vais m'occuper de tout ce qui va être accompagnement de l'avant-vente jusqu'à finalement à l'intégration du client chez nous, de s'assurer qu'il ait bien les fonctionnalités, le bon outil en place, que la conduite du changement soit bien exécutée et que voilà, l'outil clé en main finalement soit bien adopté par les utilisateurs. Super. Alors, il y a Alice qui est avec nous. Oui, bonjour à tous. Alice Dubois, je suis chef de projet chez Tech Ethic. Voilà. Et donc, moi, je Euh, suis. Oui, pardon, excuse-moi. Je pensais que tu avais terminé. Non, 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 c'est tout? D'accord, c'est bon. pardon, excuse-moi. Donc, moi, c'est Thierry Bayon. Je m'occupe de la plateforme Tech Ethic avec Laurent RC, mon associé, là, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Mais surtout, ce que je suis, c'est que je suis
un directeur marketing, moi je fais beaucoup de travail de sensibilisation et de tentative d'alignement entre le marketing et les ventes. Et donc du coup, la problématique du CRM ou des liens entre du marketing automation ou des campagnes marketing avec le CRM, c'est vraiment quasiment mon quotidien également. Donc je suis un animateur, on va dire un petit peu éclairé. Je ne suis pas un expert, mais un petit peu éclairé. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de définir ce terme CRM, parce qu'évidemment, c'est un vaste domaine, d'ailleurs maintenant qu'on englobe dans les sales tech, et dans lequel, sous ce vocable, en fait, cohabitent des applications vraiment très, très différentes, qu'on regroupe donc par facilité sous ce terme. Mais donc ça englobe beaucoup d'acceptions vraiment très différentes. Par exemple, l'invitation a été faite sur LinkedIn, on n'est pas sur LinkedIn en live, mais LinkedIn, on pourrait considérer que c'est son CRM personnel, hein, où on gère ses contacts. Alors, comment dire, quand on commence sur LinkedIn, on ne le prend pas comme ça, mais quand on fait de la prospection commerciale, on peut l'envisager sous ce terme-là, sous cette exception-là. Et évidemment, à l'autre extrémité du spectre, il y a des applications qui seront très complexes, complètement intégrées au système d'information de l'entreprise. C'est toujours plus ou moins intégré, mais en tout cas vraiment intégré. Et d'un autre côté, on peut avoir à gérer des millions de clients dans les telcos, par exemple Orange ou bien d'autres, ou EDF, ils ont des millions de clients, ils ont un CRM pour gérer tout ça. Donc du coup, on va faire un tout petit tour de table. Qu'est-ce que ça serait pour vous il n'y a pas de bonne définition, je pense, mais une définition du CRM et jusqu'où ça va, et à la limite, on peut dire où ça s'arrête, mais je pense que sky is the limit, comme on dit en anglais. Moi, je veux bien prendre là, le début là-dessus. Ouais. Je pense que, en fait, c'est un gros problème le mot CRM, et il y a beaucoup de typologies de CRM assez différentes, et qu'on peut revenir au départ. C'est que CRM veut dire Customer Relationship Management, donc c'est la gestion effectivement de la relation client. Or, pour beaucoup de personnes, le CRM c'est aussi en fait associé à la partie commerciale, alors qu'on gère plutôt souvent peut-être des prospects. Donc ça, c'est une vraie question. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a des grandes catégories de CRM. Il y a des catégories de CRM qui vont être des CRM pour faire du support auprès de ses clients. Ça, c'est des CRM qui vont être là pour faire du marketing auprès de ses clients et animer une base. Et on peut avoir du CRM pour les équipes commerciales. Et enfin, on peut avoir quelque chose qui après devient plus de l'ERP, c'est-à-dire quand on va commencer à rentrer sur toute la gestion de l'entreprise derrière ces tâches frontales, quoi. Et donc, je pense que on a des CRM qui peuvent être des CRM finalement métiers, et ensuite on peut avoir des questions de savoir si est-ce qu'on va chercher, par exemple, quand on va essayer d'implémenter ça, des outils qui sont spécifiques ou des outils qui font tout. Et en fait, c'est un peu ça toute la difficulté du CRM, c'est que c'est une notion extrêmement large qui englobe des réalités de travail quotidiennes qui peuvent être très très différentes. Ah, on est bien d'accord. Michel, tu veux, Oui, tu veux oui, non, mais ta oui, non, version? mais bah, j'adhère évidemment sur ce qui vient d'être dit. Bon, c'est une approche, je dirais, qui est extrêmement globale. Et après, je pense que ce qu'on pourrait peut-être dire en complément de ce qui a été dit, je ne vais pas redire ce qui a été dit, sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est que je pense de plus en plus, si vous voulez, le CRM, je considère qu'il prend de plus en plus de poids, si vous voulez, dans l'organisation. J'ai envie de dire ça, c'est quand même un peu challengé par les très gros éditeurs comme Salesforce, hein, qui ont des stratégies évidemment d'expansion au sein des écosystèmes d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ça doit quand même s'inscrire dans un plan stratégique du digital de l'entreprise, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire, pour orchestrer un petit peu tout ça. Donc, il y a des CRM qui vont avoir cette capacité à s'aligner, vous voyez, un peu sur ces plans de transformation digitale des organisations. Et à l'intérieur des organisations, ils vont être forcément en cohabitation avec les ERP, qui eux-mêmes ont une approche un peu plus globale des modes de fonctionnement de l'organisation. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut, c'est que le CRM, évidemment, doit être en capacité, lorsqu'il se rentre dans une organisation, d'être dans sa catégorie, si je puis dire, au regard des clients qu'il adresse, et puis d'être en capacité de monter en puissance progressivement, sachant qu'on ne résout pas les problématiques instantanément lors d'une intégration. C'est quelque chose qui quand même progresse. C'est pour ça que je dis que ça s'aligne, si vous voulez, sur en fait un plan stratégique digital d'une entreprise qui, évidemment, doit bien avoir ça en tête sur sa ligne directrice, et comment les outils
numérique dans le CRM, qui lui peut avoir effectivement une capacité un peu plus globale que strictement la base de la gestion de la relation client, va apporter des réponses concrètes dans ce plan de transition numérique. D'accord. Benoît, vous, par rapport à votre expérience industrielle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais me risquer à une définition peut-être simple, hein, mais pour moi, c'est la première chose que je vois, c'est l'outil pour les forces commerciales. Donc, c'est vrai que moi, je l'appréhende beaucoup côté commerce. Et puis, je dirais simplement pour gérer le quotidien des commerciaux, mais de manière structurée. Voilà. Parce que bien souvent, les commerciaux sont plus ou moins les exclus des ERP. Donc, ils pourraient structurer leur activité commerciale dans les ERP, mais souvent c'est difficile. Et donc, ils ont besoin d'un outil support. Et après, bon, alors peut-être ma définition est trop simple ou trop ouverte, mais après, en fonction du contexte et de l'activité commerciale, on fera un focus plus sur certains sujets et d'autres. Mais voilà, moi, ce serait ma définition. C'est vraiment pour gérer l'activité quotidienne et opérationnelle des commerciaux, mais avec de la structure. Donc, pour éviter, en clair, les Outlook et les Excel qui sont souvent très présents dans les forces commerciales. D'accord, c'est clair. Fred, je ne sais pas si tu veux rajouter. En fait, je vais juste compléter cette remarque-là en disant qu'en fait, il y a une tendance globale dans tous les secteurs d'activité à demander à avoir plus de productivité dans le secteur des services. On l'a vu, le secteur de l'industrie, on a mécanisé, on a taylorisé, on a amélioré la productivité. Et depuis, on va dire, 20 ans, grosso modo 15-20 ans, il y a une tendance à améliorer la productivité des services parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel de croissance. On sait très bien que dans les ventes, dans le marketing, dans le service client, dans toutes ces équipes-là, en fait, on fait un petit peu, c'est pas structuré, il n'y a pas de logiciel, il n'y a pas d'automatisation, il y a moins de process, alors que dans la compta, dans la paye, tout ça, c'est normé, c'est automatisé, il y a eu des gains de productivité. Et maintenant, en fait, toute cette volonté d'avoir des KPI de la productivité atteint ces équipes commerciales-là et ça va devenir obligatoire. Et on voit bien, une équipe marketing, maintenant, on lui demande combien tu as généré de leads, quelle est la rentabilité des équipes, etc., etc. Et pareil pour un commercial, combien tu as fait de rendez-vous, combien tu vas closer de chiffre d'affaires. Donc, c'est cet aspect productivité et cet aspect KPI, rationalisation. La vente, on a beau le dire, c'est plus un art. Maintenant, la vente, c'est devenu de plus en plus un process, c'est un suivi. Et moi, je vois bien au niveau des commerciaux, on ne demande plus à avoir des commerciaux divas qui sont des tchatchers, etc. Mais souvent, en fait, dans les équipes, on préfère quelqu'un qui respecte les process, qui fait ses relances, qui remplit son reporting, etc., etc. Et justement, le CRM est là pour les aider à la fois à avoir plus d'efficacité, mais également pour, au quotidien, comme je disais, Benoît, pour dire, OK, j'ai besoin d'un outil pour moi, parce que moi, commercial, jusqu'à présent, j'avais que Excel et compagnie. Et là, maintenant, il me faut un outil qui va me permettre de me libérer l'esprit, de pouvoir relancer et de pouvoir gagner du temps entre toutes mes interactions. Quand j'envoie un email, c'est archivé. Lorsque j'ai un contact sur LinkedIn, je peux récupérer ses coordonnées, ça va dans le CRM. Quand j'ai un contact sur le téléphone, en fait, je peux l'intégrer dedans, etc., etc. Donc, on est vraiment sur cet aspect productivité qui est vraiment important pour moi. Et c'est vrai que moi, je le vois bien, l'efficacité des commerciaux, même si au départ, il y a un investissement non négligeable à faire et on ne voit pas tout de suite le résultat. Et après, c'est au niveau des directions, clairement, une nécessité de piloter. Parce que tu ne peux plus te permettre d'être à l'aveugle pendant des mois et se dire est-ce que tu signes pas. Si un client, si un commercial part dans l'entreprise, qui gère les affaires? Si on transfère le dossier, qui gère les affaires? S'il est malade avec le Covid, qui gère les affaires? Et voilà, donc cet aspect efficacité, productivité, pilotage des équipes, ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour cela, en fait, que souvent, pour moi, je le vois, un CRM, ça devient intéressant dès qu'on est à peu près 5 personnes à l'utiliser dans l'entreprise. Quand tu es 2, généralement, tu as moins besoin d'un CRM parce que tu as tout dans la tête et dans ton Outlook, tu sais quelles sont tes affaires, etc. Mais dès que tu es plus de 2, 3, 4, 5, ça devient indispensable d'avoir un CRM pour structurer son activité et rien oublier. Voilà. D'accord. Donc, du coup, ça fait un petit peu le lien avec la question qui suit. Qu'est-ce qu'on pourrait définir comme étant les enjeux clés pour des PME ou ETI qui pourraient motiver le déploiement d'un CRM? Donc, est-ce que c'est effectivement ce besoin de structuration, de pilotage, de mise en place des processus, ou il y a encore autre chose au-delà? Michel, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'effectivement, de plus en plus d'entreprises commencent à se poser la question. On voit, alors nous, on parle plus de ce qu'on connaît, c'est-à-dire un peu
les grosses PME, les ETI, hein, dans cet écosystème-là, s'il y avait notamment de l'industrie. Et Benoît était en plein dedans. Hein, mais ce qu'on voit de plus en plus, si vous voulez, c'est les chefs d'entreprise se posent quand même de plus en plus la question, en gros, de la perte. Et ça rejoint la question des processus tout à l'heure, mais la perte un peu de connaissances, si vous voyez, cette connaissance un peu immatérielle qui circule dans la tête des gens. Et lorsqu'ils sont pas là, plus là, enfin, vous voyez, un peu. Et en fait, il y a, je pense, une sensibilité de plus en plus forte sur la nécessité de protéger ce capital d'entreprise qui est en gros, au-delà de la base client, vous voyez, c'est voilà, tout ce qui va générer les affaires de demain, vous voyez, le business de demain. Donc, ça passe par des échanges relationnels, des dossiers qui sont ouverts avec un différent niveau d'avancement. Et tout ce knowledge-là, si vous voulez, bon, je pense que de plus en plus de directions d'entreprise commencent vraiment à être clairement sensibilisées sur le fait que ça, il faut le protéger et il faut le rendre de plus en plus efficace. Donc, je pense que ça fait partie des enjeux. Hein, c'est un des premiers enjeux, évidemment. Le deuxième enjeu, probablement, c'est évidemment de faciliter quand même, en gros, les captations de nouveaux marchés, parce que beaucoup d'entreprises sont en réajustement, retournement, réadaptation. Donc, il faut quand même qu'il y ait des process qui sont pilotés. Les outils numériques apportent une aide pour capter plus rapidement des clients, sans compter, évidemment, qu'on doit être de plus en plus efficace dans la fidélisation des clients. Donc, il faut que les outils nous aident à collaborer pour vraiment être efficace dans cette stratégie du quotidien où les relations sont rapides, efficaces et les outils aident à assurer ce niveau de service. Très bien. Benoît, j'imagine que vous pouvez compléter ce qu'ont dit Michel et Fred. Oui, alors effectivement, je rebondis aussi sur ce qu'a dit Frédéric avant. C'est vrai que maintenant, on exige, et en tant que manager opérationnel, on exige de la performance, de l'efficacité des forces commerciales. Donc souvent, ce qui est à l'origine d'un déploiement CRM, il y a les deux conjonctions de la direction qui veut des outils de pilotage, qui veut de la visibilité, etc. Et à nouveau, les commerciaux qui se rendent bien compte que gérer leur quotidien avec Outlook et Excel, à un moment, ça a de la limite. Et en plus, on a parlé de l'aspect collaboratif. Il y a des fois ce sentiment des forces commerciales d'être un peu, entre guillemets, exclus du système d'information, donc notamment les ERP, et donc de trouver un outil dans lequel ils arrivent aussi à fédérer les gens les autres personnes de l'entreprise qui interviennent dans la relation client. Donc voilà, donc je dirais, moi, ce qui en général déclenche, c'est d'un côté un besoin de la direction qui va être un peu quand même le maître d'œuvre. Mais il faut que ce besoin, je pense, pour que ça réussisse, peut-être j'anticipe sur la suite, il faut que ça corresponde à un souhait des équipes commerciales. Voilà. D'accord. Du coup, dans les structures plus petites, alors peut-être TPE ou petites PME, ou celles qui ont besoin vraiment d'outiller un processus très, très restreint de vente, les outils dont on parle, les outils complets, sont moins adaptés, ou en tout cas sont moins focalisés dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Sonny? C'est-à-dire, je pense qu'il y a plusieurs choses, effectivement, et sur les outils, sur les TPE, la mécanique, elle est beaucoup plus simple, hein. C'est-à-dire que, bon, nous, typiquement, on fait un outil de prospection commerciale qui est 100% pensé sur la prospection, donc on ne gère pas du tout les autres aspects du CRM, on s'adresse qu'à l'équipe commerciale, on ne s'adresse pas à l'équipe marketing, du tout, ni à l'équipe support, focus sur les sales, et ça, c'est un outil qui vient aider le commercial à s'organiser immédiatement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement besoin d'avoir une phase d'étude ou des choses comme ça, on propose un outil hyper spécialisé, très ergonomique, qui vont permettre aux commerciaux, dès le début, de démarrer. Et si je suis d'accord avec Fred quand il dit qu'à partir de 4-5, c'est essentiel de commencer à avoir un outil qui centralise les informations. Parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain nombre, le fichier Excel, c'est pas centralisé, c'est une catastrophe. Enfin, voilà, on voit plus rien. C'est sur l'information est répartie sur les ordinateurs de tous les commerciaux. Enfin, dès le premier utilisateur, ça a de la valeur. Nous, on a des chefs, des gens qui sont des auto-entrepreneurs ou même des fois des commerciaux qui le prennent juste pour eux dans leur entreprise. Et ça apporte immédiatement de la valeur. Le simple fait de pouvoir facilement avoir un rappel automatiquement sur toutes les personnes qu'on doit relancer, ça amène de la valeur dès le premier jour. Et moi, je me souviens avoir vu des clients qui géraient plein de choses avec du papier.
alors c'est probablement nos plus gros résultats comme ça, mais il nous a dit, mais moi j'ai gagné 80% de productivité en plus, tout simplement parce qu'on rappelle les gens. Et c'est vrai que quand on parle de numérisation, euh, il y a déjà cette première étape, c'est-à-dire se doter d'outils qui sont des outils simples et qui font exploser la productivité de certaines équipes qui peuvent être organisées sur des choses qui sont assez archaïques ou simplement qui vont permettre quand même d'organiser un peu plus simplement. Donc je pense que vraiment, il y a différents types d'outils. Soit on va vers du CRM qui devient complexe, qui va nécessiter de l'intégration, et là il faut bien penser vers ce en quoi on va. Soit on choisit des outils SaaS qui sont très spécialisés, en général faciles à prendre en main et qui peuvent être ensuite connectés entre eux avec d'autres choses. Et il y a un peu là deux stratégies à nouveau qui peuvent être un peu différentes, qui sont entre les petits outils spécialisés, connectés ou les gros outils. Juste, tu as mentionné l'outil SaaS. Aujourd'hui, le CRM, ça existe non SaaS encore? Ou c'est terminé, ou c'est de l'histoire ancienne? J'ai l'impression que c'était terminé maintenant, que tout le monde avait basculé. Non, il y a toujours, il y a encore des clients qui sont. Tu as souvent des solutions qui existent encore en CRM. Enfin, moi, je suis pas le grand spécialiste. Je Des pense que solutions maison, des sera petites meilleur solutions là-dessus. maison, c'est ça, non? Ou des open source qui ont été ensuite intégrés ou des choses comme Ouais, ça, ou du d'accord. on-premise. Je pense que les très grandes entreprises ont aussi du on-premise des fois, hein, sur Ouais, des solutions celles qui ont importantes. développé des systèmes ad hoc, oui. Ouais. Mhm. Enfin, on voit quand même la majorité des éditeurs qui étaient exclusivement enfin, en mode, je dirais, en mode installation client-serveur, on va dire ça comme ça, chez les clients, là, qui quand même font leur opération de migration vers le SaaS. Et certains, avec des gros investissements qui les plombent pendant de très longues années pour migrer, évidemment, vers du SaaS applicatif, hein. Mm. Après, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut rappeler que derrière le mot SaaS, normalement, c'est un principe, finalement, c'est une location d'application. Tu peux avoir des solutions SaaS extrêmement simples et ready to use, et des solutions SaaS. Ouais, Salesforce, par exemple, typiquement, c'est Ouais. du SaaS. Bon, Salesforce, c'est inutilisable out of the box. Tu peux pas demander à un commercial, ouvre ton compte et démarre sur Salesforce. Moi, j'ai testé, ça ne marche pas. Salesforce, ça nécessite que tu penses un projet, que tu paramètres de façon très pointue le compte, que tu refabriques l'interface. C'est une ouais, boîte à outils clairement. pour fabriquer quelque chose. Ouais, ouais, Et Ouais. c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste, il faut bien Mm. comprendre ce que c'est, quoi. parfait. C'est un mode de Ouais. fonctionnement, c'est un écosystème à part entière. Et ça rejoint aussi, enfin, juste pour peut-être compléter un peu sur la problématique des CRM, c'est qu'effectivement, il y a des outils qui ont une ADN particulière. Bon, je pense que, puisqu'on parle de Salesforce, ça a été conçu par rapport à des très, très grosses organisations. Donc, l'ADN des outils, c'est comme SAP en ERP, c'est comme les gros systèmes, les majors, hein, ils ont parti de très, très grosses organisations. Donc, en fait, les problématiques, c'est pour ça que je pense que les problématiques autour des outils, des solutions, etc., enfin bref, sont quand même liées aux catégories de clients qu'on adresse. Enfin, je veux dire, on ne met pas les mêmes outils dans une TPE, c'est voilà, une PME, que dans une boîte voilà, qui est mondiale, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les outils Salesforce sont bâtis pour des grosses organisations, des grosses DSI, qui ont elles-mêmes la capacité à prendre une équipe Salesforce dans leur organisation, de commencer à construire des ateliers, à commencer à déployer, etc. Enfin bref, c'est une problématique très particulière dans le monde enfin dans les catégories d'entreprises intermédiaires. Justement, ça effraie ces solutions-là. Enfin, en tout cas, il y en a qui y passent, hein, pourtant, mais on peut se poser la question des ROI de ces grosses solutions dans les plus petites organisations qui, pour autant, ont des vrais besoins de piloter leur processus de manière beaucoup plus efficace. C'était un peu des réflexions qu'on a faites juste avant. Mhm. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont quand même des problématiques, pas uniquement d'acquisition, mais également de fidélisation, enfin, fidélisation avec des gros systèmes. Du coup, c'est pas possible d'avoir un outil qui soit suffisamment simple d'utilisation pour faire de l'acquisition simple avec des processus, on va dire, un petit peu épurés, avec une prise en main raccourcie au maximum, mais qui pour autant
propose un versant qui permet de faire croître ses clients, de les piloter dans le temps, etc., et de leur ajouter de la valeur. On peut pas avoir les deux, c'est pas possible d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est ce que vous dites Alors, en substance. enfin, je pense on pourrait reparler un peu d'expériences, mais en fait, je pense que, en gros, nous, on parle un peu de ce qu'on connaît, encore une fois, sur les catégories intermédiaires de clients. Je pense qu'ils ont besoin un peu des trois grandes phases, hein, si on regarde le cycle client dans sa globalité. Donc, ils doivent progresser en acquisition, clairement. Ils doivent être bons en sales process sur la partie closing. Et puis, naturellement, ils doivent avoir aussi des éléments leur permettant de bien fidéliser. Donc, on est un peu dans la stratégie. Vous voyez, les trois axes, hein, acquisition, closing, fidélisation, enfin, prospection, closing, fidélisation. Donc, ces trois grandes étapes du processus relation client permettent d'ailleurs au passage de réunir, ce qui est souvent un peu dans les boîtes que nous on voit en industrie notamment. Il y a le market qui dit qu'il fait du market, mais enfin, il fait quelques emailing et il organise des salons et il fait des plaquettes, hein, voilà. Et donc, ça n'amène pas beaucoup d'acquisition, tout ça. Ou en tout cas, ce n'est pas très mesuré, vous voyez. Et puis, donc, ça permet de réunir donc, dans les outils, vous voyez, en gros, ce qu'on appelle le market et un peu le sales. En fait, c'est le même monde, hein, tout ça, c'est le client. C'est le process global dans tous les cycles de la vie du client, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut amener un minimum d'outils dans chacune des catégories, sachant que, comment vous dire, quand vous avez des outils très spécialisés, la réalité, c'est que vous l'utilisez malgré tout à 3-4% de l'ensemble de ses fonctionnalités. Donc, en fait, si vous faites un raisonnement un peu à l'inverse, en disant, effectivement, on a besoin de tout dans une entreprise, et ça lui permettra de monter en puissance, vous voyez, en fonction de sa dominante. Là, on va faire un focus plus fort sur l'acquisition pendant les 2 ans qui viennent parce qu'on a perdu, je ne sais pas quoi, il y a un nouveau segment qui se profile, il faut qu'on fasse de la croissance là-dedans, on est plus vous voyez, la politique nous oriente plus sur de l'acquisition, ou au contraire, 2 ans après, la boîte va dire, écoutez, moi, là, c'est focus plus sur la sécurisation de nos clients, on fait du cross-selling, de l'upselling, on fidélise, croissance, niveau de service performant, enfin, vous voyez, donc on réoriente, donc il faut pouvoir le faire aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que, mais la réalité dans les pratiques du quotidien, très opérationnelles, il n'y a pas besoin de 50 millions d'outils, hein, mais il faut les quelques outils clés qui permettent de traiter un peu l'ensemble du process. C'est le minimum. Après, en fonction des cas, s'il y a besoin de rentrer vraiment plus en profondeur sur un process, comme vous le disiez, comme Sony le disait là, tu connectes éventuellement des outils très spécialisés qui apportent un peu plus de performance sur, alors ça peut être du market automation, ça peut être je ne sais pas quoi, enfin vous voyez, tout un tas de choses un peu plus poussées. Benoît, vous voulez compléter? Alors, moi, sur la question posée, sur les remarques, je me permets de faire quand même peut-être une banalité, mais en fait, ça va dépendre du business model et des enjeux de l'entreprise. Donc, voilà, vous avez certains business models, par exemple, hein, il ne faut pas trop généraliser, où vous êtes avec des grands comptes, donc les enjeux, c'est beaucoup plus la fidélisation et étendre le business. Et l'acquisition de nouveaux clients, c'est quelque chose qui est peut-être suivi de manière simple, inversement, et ça m'est arrivé, vous gérez des business models où vous avez 5 à 10 000 clients actifs, et donc c'est des petites structures, les clients, entre guillemets, meurent, c'est des petites entreprises, il y en a des nouveaux, donc vous êtes beaucoup dans l'acquisition. Donc en fait, après, je pense que ça va dépendre des business models et des enjeux de l'entreprise. Et à nouveau, je réinsiste sur ce que j'ai dit avant, il peut y avoir après des décalages entre la préoccupation quotidienne des commerciaux et après les enjeux stratégiques de la direction. Donc, si je reprends mon exemple, les commerciaux vont se focaliser sur leur gestion quotidienne des clients existants, puis vous avez une direction qui peut dire, oui, mais moi, maintenant, je veux mettre l'accent sur l'acquisition. Voilà. Donc après, voilà, donc c'est peut-être une remarque assez générale, mais je pense que ça va dépendre de l'existant de l'entreprise et des enjeux connus ou nouveaux qui viennent. Fred, tu veux compléter?
Oui, bah, tout à fait. Alors, je vous donnerai même un exemple de ce que disait Benoît. Tu vois, j'ai bossé dans pas mal de boîtes. Par exemple, chez Sage, on avait 350 000 clients. Donc, forcément, on n'avait pas les mêmes besoins de fidélisation. Parce que la fidélisation, quand on a, comme tu disais, un grand compte avec 20, 30, 40, 50 clients, bah, la fidélisation, c'est simple. Tu appelles une fois par an, tu fais un rendez-vous grand compte une fois dans l'année, tu les invites à un club utilisateur, etc., ou une journée, et ton process de feed, il est à peu près là-dedans. À l'opposé, quand on était chez Lecan, avec 350 000 clients, dont des TPE, quasiment des freelances, des indépendants, bah, ton programme de feed, bah, c'est quoi? C'est un programme de fidélité avec une carte, tu fais des réductions spéciales, etc., etc. Tu as une gestion de contrat. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on avait MSCRM. Mais c'est un projet qui a duré quasiment 6 mois, 9 mois et qui a coûté, je ne me souviens plus à l'époque, mais je pense qu'on a dû pas être pas loin de plusieurs centaines de milliers d'euros pour ça, quoi. Chef de projet complet, toute l'équipe qui était sur le point, etc. Donc là, tu as un scope qui est très important parce que tu as des besoins de fidélisation importants. Au milieu, là, par exemple, nous, chez Lecan, on utilise Salesforce en outil interne pour gérer parce qu'on a plutôt une cible de grands comptes. La fidélisation, c'est simple, hein, on les invite à des webinaires, on les invite à des salons, il y en a un club utilisateur. La feed, après, elle se fait avec des rendez-vous grands comptes et tu as besoin surtout d'avoir donc, la possibilité de faire ces ciblages, cibler les contacts principaux, les inviter, vérifier qu'il y a bien eu des rendez-vous dans l'année, vérifier qu'il y a bien eu ce fameux rendez-vous grand compte une fois par an au niveau stratégique, etc. Donc là, tu as un truc qui est relativement basique, mais qui est comme déjà assez évolué. Tu as besoin d'un CRM qui comprend un peu les choses. Et puis après, là, chez des PME indépendants, moi, je l'ai vu, un petit produit comme nos CRM suffit largement parce que la fidélisation, on les connaît, les clients, on les a au téléphone régulièrement, on a une prise de contact classique. Donc, tu n'as pas le même niveau selon le besoin. Et après, plus tu vas être spécialisé, plus tu seras obligé d'avoir une solution qui va être vraiment spécifique. Si tu as du B2C avec des milliers de personnes, là, forcément, tu dois des millions de personnes, bah, tu dois absolument avoir un truc qui va te permettre de voir les gens qui se désabonnent, qui ne se désabonnent pas, etc., etc. Donc, vraiment, ça dépendra, comme tu disais, du business model, de l'activité, du nombre de clients. Et c'est là, en fait, que tu pourras dire, bah oui, j'ai besoin d'avoir un CRM qui est plus ou moins adapté. Et ça dépendra aussi de la taille de ton service marketing, de la taille de l'entreprise. Si tu es une personne qui gère, comme tu disais, le marketing avec la génération de leads, les salons, la com et tout ça, bah, la partie fidélisation, finalement, va être assez petite. Tandis que dès que tu as 10 personnes, 20 personnes au service marketing, là, forcément, tu as des personnes dédiées au service client et à la feed. Mais avant, comme ça n'existe pas, les besoins sont basiques et vraiment fondamentaux. Ok. Les, l'aspect CRM, moi je vais vous partager juste une toute petite anecdote. Dans pas mal de boîtes, évidemment, c'est toujours perçu par les commerciaux comme un outil de flicage. Plus comme un outil aidant et donc plutôt à destination des managers pour contrôler le pipe, etc., toute l'activité, ce qui est au demeurant évidemment éminemment souhaitable, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais perçu par les utilisateurs comme étant effectivement une contrainte et qui entraîne une perte de temps. Comment est-ce qu'on résout ce dilemme entre effectivement le besoin de pilotage d'une activité, de visibilité sur son activité et effectivement le fait de dire aux commerciaux, c'est pas un outil pour vous fliquer, c'est plus pour vous aider à être plus performant. Comment est-ce qu'on résout ce Alors, dilemme-là? là, je prends le pitch. Je prends le pitch parce que c'est mon pitch. Voilà. Je prends la question. Moi, ce que je dis souvent, c'est que les commerciaux n'aiment pas utiliser les CRM et que les commerciaux ont raison de ne pas aimer utiliser les CRM. Parce que les CRM, ils sont pensés pour organiser de la data. Et vendre, en fait, c'est un processus. C'est-à-dire, on démarre avec un prospect et on doit arriver à la fin avec un client. Et donc ça, c'est la partie essentielle. Et finalement, on demande aux commerciaux de remplir des informations, non pas tellement uniquement pour les fliquer, mais finalement pour faire le travail des autres, pour faire le travail de l'administratif, de faire le travail de manager, etc. Mais à la fin, on incentive le commercial sur est-ce qu'il a atteint ses objectifs. Donc, on oblige le commercial à utiliser un outil qui, en fait, a été pensé pour les autres personnes, alors que lui, son problème, c'est de savoir quand est-ce qu'il doit rappeler un de ses prospects pour faire avancer son deal. Et c'est ça toute la difficulté du CRM. Et en fait, pour éviter ce genre de problème, nous, c'est vraiment sur cette base-là qu'on a créé nos CRM. C'est un outil qui est pensé pour les commerciaux, pour les aider à suivre leur deal. Mais donc, la question, c'est de faire quoi? C'est de faire l'outil le plus simple pour le commercial à l'usage, c'est-à-dire qui répond à ses problématiques. Ses problématiques, c'est d'arriver le matin, de savoir qui doit rappeler, d'avoir l'historique des conversations, de ne pas avoir, typiquement dans un CRM classique, je le redis,
avant de pouvoir travailler sur un prospect, on crée une fiche entreprise, on rajoute un contact, on rajoute ensuite une opportunité, on rajoute une prochaine action sur l'opportunité. On a créé 4 formulaires avant de pouvoir commencer à travailler. Ça, c'est pas acceptable pour un commercial. Un commercial, il doit pouvoir aller très vite. Donc nous, en général, on crée en un clic. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a 100% du pipe qui est renseigné, on s'arrange pour donner les outils au manager pour avoir une visibilité et éventuellement de faire une connexion de cet outil, par exemple pour les commerciaux, vers les CRM. Mais on ne met pas la difficulté, le poids administratif sur le commercial qui, lui, doit faire avancer ses ventes et c'est l'objectif qu'on lui a donné. Éventuellement, on peut mettre de la pression sur le commercial une fois qu'il a closé le deal. Parce qu'une fois qu'il a closé le deal, on peut lui dire maintenant tu mets les informations au propre parce que sinon tu n'as pas ta prime. Donc là, on a un petit levier au moment où il a gagné l'opportunité pour dire, OK, là, on va demander à un commercial un petit effort dont il va très bien voir l'intérêt parce que c'est là-dessus qu'il peut avoir son bonus ou pas son bonus éventuellement. Mais sur les parties d'avant, il faut au contraire aider le commercial, donc il ne faut pas le ralentir. Et quand les commerciaux disent, j'ai l'impression que ça me ralentit, moi, je suis d'accord avec eux. Je pense qu'ils ont souvent raison parce que ça n'a pas été pensé. Finalement, on pense et c'est souvent un des défauts, on pense le CRM avec les personnels IT, avec les managers, avec le patron de la boîte, et on oublie que tous les jours, celui qui va devoir l'utiliser, c'est le commercial, et qu'il faut donc que ça l'aide, tout simplement. Tu disais en préambule que ton outil, c'est quasiment un pré-CRM, et tu viens de mentionner le fait que derrière, tu parles de connexion avec un CRM, c'est-à-dire que tu as des cas de figure où des gens, effectivement, utilisent ton outil vraiment à la base du prospect, du flux, du journey, pour faire de l'acquisition, et après, effectivement, il y a une connexion quand même avec un CRM. Mais moi, je vais donner un exemple chez nous, typiquement, c'est-à-dire que nous, on a 3000 entreprises clientes. Bon, on a un CRM. Alors, c'est un CRM qu'on a développé en interne, mais on a des outils pour gérer nos clients, pour avoir l'historique, pour savoir quelles factures on a émises, etc. Et on utilise aussi notre outil pour la partie acquisition. Et en fait, on a des petites interfaces qui font que, par exemple, dans la feuille d'outils, on peut rajouter une petite intégration où on voit apparaître un bout de notre SI sur la fiche du prospect. Et donc, il y a plein de gens qui ont comme ça notre outil. Et ensuite, on peut rajouter des boutons qui vont envoyer un truc de DocuSign ou qui vont aller à chercher de l'information qui est dans le SI pour savoir, ou des modèles d'email qui sont aussi dans le SI. Voilà, ça se connecte assez facilement. Nous, on est très. Enfin, c'est aussi ça une problématique. C'est-à-dire que quand on fait des petites applications qui sont très simples et très focalisées, évidemment, le métier des gens, il ne s'arrête pas toujours là. Donc, il faut donner beaucoup d'outils pour pouvoir les connecter, soit beaucoup d'API, soit beaucoup d'outils no-code, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas là. Il faut facturer, il faut suivre. Donc, il y a plein d'autres choses. Donc, il faut pouvoir parler au reste du système d'information. Donc, nous, ça a été notre pari. Et c'est le pari de pas mal de boîtes dans ça, c'est-à-dire d'avoir des outils très simples, très pointus sur leurs tâches, qui peuvent se connecter à d'autres outils simples et pointus sur leurs tâches, et ainsi de suite, pour que les choses se passent, en essayant d'identifier finalement quelles sont les zones qui sont cohérentes à une équipe et sur lesquelles il y a une tâche qui est à accomplir de manière efficace, quoi, et trouver après les interfaces. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients, hein, et à nouveau, ça dépend de la taille d'une entreprise. Quand on a 15 000 employés, des pricing models de fou, etc., bon, il y a un moment, il va falloir déployer un système d'information unique et on va arrêter les petites applications comme ça, hein. Ou alors, vraiment dire, ça c'est pour votre équipe, et puis après, mais on passe dans le système d'information derrière. D'accord. D'accord. Michel, de votre côté, vous, ça a quand même été pensé simple, hein, votre solution, même si elle est intégrée au système d'information de l'entreprise, toutes les étapes ont été pensées de façon à ce que ce soit facilement appropriable et que les utilisateurs aillent directement straight to the point, comme on dit, hein. Je pense que Benoît a été tout à l'heure assez, a bien précisé un peu la problématique, c'est-à-dire qu'en fait, l'outil, il est là pour rassembler différentes catégories finalement d'organisation, de la direction en passant par les managers intermédiaires, forces de vente, les chefs de vente, etc., le market et en passant aussi par les forces de vente terrain. Donc, je pense dans chacune de ces catégories, il faut que chacun y trouve un petit peu un avantage. Mais quand vous avez quand même un système qui vous permet de fédérer avec une même interface, avec, vous voyez, une organisation sales, bon, c'est quand même ça l'idéal au fond. Mais néanmoins, je rejoins très bien ce qui a été dit par Sony. Il faut que les interfaces soient extrêmement faciles. Il faut arrêter de casser les pieds inutilement aux gens. Et c'est vrai que les commerciaux sur le terrain, il faut qu'ils sortent. Ils sortent, ils appuient sur un bouton, ils dictent leurs notes là. Après, on peut avoir de l'IA qui retraite automatiquement dans les bonnes cases ce qui va bien. Mais je suis envie de dire, il faut faciliter effectivement la captation d'informations en situation. C'est là où on a le plus d'efficacité dans ce qu'on restitue. Et après, effectivement, les outils nous aident à prochaine action. Enfin bref,
à faire avancer un peu nos process. Mais encore une fois, il faut que tout le monde arrive à s'y retrouver, hein. Donc, l'idéal, c'est effectivement de fédérer dans des outils le plus simple possible autour de processus clés comme le sales, hein. Donc, l'ensemble des parties prenantes. Benoît, vous avez peut-être des exemples concrets justement de résolution de ce dilemme? Oui, alors j'allais dire effectivement deux remarques. Alors, je reviens à nouveau sur ce sujet-là, sur ce que j'ai dit au début, c'est il faut arriver si possible, hein, arriver à joindre dans la même action un objectif de direction. Donc typiquement, vous l'avez évoqué, par exemple, ça peut être une bonne visibilité sur le pipe d'affaires, sur le pipe de clients, enfin de prospects sur le point de devenir client. Donc, faut arriver à répondre à un besoin de la direction tout en apportant des outils aux commerciaux. Alors moi, les exemples que j'ai vécus, c'est surtout le collaboratif. Le fait que dans un outil quand même relativement facile d'utilisation, les commerciaux retrouvent l'ensemble des informations générées par les autres services, ça leur apporte un plus. Parce que je pense que je n'ai pas vécu une entreprise, vous n'avez pas un commercial qui me dit « Ah bah ouais, il s'est passé ça avec mon client, mais je n'étais pas au courant ». Donc voilà, si vous arrivez à apporter des outils collaboratifs où le commercial a beaucoup plus facilement accès à l'information, c'est un point positif. Alors, la deuxième remarque que je voulais faire, qui sera peut-être pas politiquement correcte, mais je la fais quand même, c'est de dire que dans mon expérience, les équipes qui sont potentiellement le plus complexes à manager, c'est les équipes commerciales. Par rapport à ce qu'on dit des contraintes des outils, et je rebondis aussi un peu sur ce que disait Sonny, vous allez voir un logisticien, vous allez lui mettre un ERP entre les mains qui sera bien souvent pas très sympathique, pas très user-friendly, mais il s'y pliera et il appliquera les règles, les méthodes et les contraintes. Vous allez faire face à une équipe comptable, même chose. Quand vous faites face à une équipe commerciale, voilà, alors peut-être qu'on peut dire, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, tous les commerciaux seront habitués au CRM avec certaines contraintes et ils l'accepteront, mais aujourd'hui, notamment quand vous êtes dans des équipes commerciales qui n'ont jamais eu d'outils, ils sont les premiers à demander, mais dès que l'outil d'un côté devient un peu contraignant, voilà. Donc il y a un moment, pareil, ça c'est le rôle de la direction, d'arriver à faire imposer un certain nombre de règles qui ne feront pas plaisir aux commerciaux, qui leur apporteront certaines contraintes, mais ça a été évoqué aussi par Frédéric, il y a beaucoup de services dans l'entreprise qui sont passés par ces contraintes et qui, à la fin, ont accepté parce qu'il y a la productivité. Et maintenant, c'est même plus une question pour elles. Voilà. Donc voilà. Donc, ma remarque politiquement correcte, c'est de dire que les équipes commerciales, ça reste encore bien souvent des équipes un peu difficiles à manager et à encadrer. Oui, mais en fait, indirectement, pardon, oui, je voulais juste compléter ce que dit Benoît. C'est effectivement, je pense que la problématique clé là, qui se pose, et à travers la question, la problématique qui se pose, c'est la conduite du changement. Donc, évidemment, et là, la conduite du changement, c'est pas une règle générale qu'on applique partout. Elle tient compte, encore une fois, de chaque cas d'entreprise, du niveau de maturité au numérique des différentes populations, etc. Enfin bref, et il ne faut pas négliger cette partie conduite du changement. Et encore une fois, dans la conduite du changement, le premier, je dirais, la première personne concernée, c'est quand même la direction qui doit, elle, être parfaitement calée dans sa ligne de décision, de faire progresser le numérique dans son entreprise par du CRM ou autre, et de faire évidemment ce qui va bien en termes pédagogiques pour que les gens adhèrent, si vous voulez, aux outils qui vont être déployés, et quitte à leur dire, mais vous aurez forcément quelques perturbations au départ, ce qui est toujours vrai, mais que dans l'intérêt général, on va tous s'y retrouver. Hein. Donc, vous voyez, c'est de la pédagogie, c'est la conduite du changement. Enfin, bref, il ne faut pas négliger, il faut absolument pas négliger cette partie-là. En tout cas, nous, ça rentre vraiment dans notre, je dirais pas dans notre business model, puisque on a un levier qui est complètement dédié à la conduite du changement des clients qu'on accompagne. Et pour cela, on fait de la veille sur, évidemment, les meilleures pratiques d'organisation des PME de l'industrie, enfin bref, autour du digital, du numérique, de la transition numérique. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie, quoi. Alors, moi, je vais rajouter un petit élément. Je suis assez d'accord, sauf sur un micro-point.
Donc évidemment, la conduite du changement, c'est important. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on balance un outil que les gens vont l'utiliser. En particulier chez les commerciaux, ça, il n'y a aucun doute. Et il faut aussi que les managers et la direction soient exemplaires. C'est-à-dire, c'est bien gentil de dire vous allez utiliser l'outil. Enfin, s'ils vont pas regarder dans l'outil, si les autres ont utilisé l'outil, s'ils l'utilisent pas eux-mêmes, il y a peu de chances que Donc ça, c'est absolument vrai. Ensuite, là où je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est quand on dit aux commerciaux, ça va être bon pour l'ensemble de l'entreprise. Non, la question, c'est est-ce que c'est bon pour les commerciaux? Et donc, il faut arriver avec un outil qui va apporter directement des bénéfices aux commerciaux à l'usage. C'est-à-dire que leur métier doit être plus simple et plus efficace parce qu'ils utilisent cet outil. Et si leur métier n'est pas plus efficace ou plus simple, en fait, quand on fait un outil pour les commerciaux, on doit battre le post-it. On doit battre le post-it et on doit battre Excel. Il faut arriver à faire quelque chose qui permet finalement de créer une opportunité plus vite qu'un post-it. Parce que, voilà, sur un post-it, on peut écrire François, un numéro de téléphone, rappeler mardi. Ben voilà, il faut redonner au commercial quelque chose qui va lui permettre. Et moi, j'ai un ami qui utilisait nos CRM comme ça dans ses équipes et des déployés, il me disait, j'ai presque l'impression de corrompre mes commerciaux parce que l'outil est tellement facile qu'ils mettent les opportunités dedans. Alors bien sûr, elles sont renseignées de manière dégueulasse, hein, c'est-à-dire on n'a rien sans rien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une donnée propre et structurée et en même temps quelque chose d'ultra rapide. Mais il me disait, mais au moins j'ai 100% du pipeline qui est renseigné. Et après, à partir de là, on peut améliorer chaque entrée au fur et à mesure de l'avancée. Mais au moins pour une fois, j'ai une visibilité sur 100% des deals en cours et j'ai pas juste dans mon CRM les 3 derniers qui sont en phase de closing ou dont on veut parler à la réunion commerciale et 70 autres qui sont perdus entre un email, 3 Excel et 2 bloc-notes. Parce que c'est souvent ça aussi la problématique du commercial, c'est qu'il remplit son CRM juste avant la réunion parce qu'il y a du reporting. Donc non, il faut que ce soit suffisamment fluide pour qu'il ait intérêt à l'utiliser pour que l'information elle soit dedans et que les managers puissent l'utiliser. Frédéric, tu veux compléter Ouais, moi je parler vois de tout ce fait dilemme? ce que tu dis là, parce que nous, les commerciaux, ils nous disent tous les jours, ah là, je suis obligé de remplir des champs dans le CRM, ah, je suis obligé de remplir mes trucs. Mais en fait, quelque part, là, quand ils sont rémunérés sur le nombre de rendez-vous au premier niveau, ce qu'on appelle les R1 chez nous, avec des prospects, eh ben forcément, ils disent, il faut que ça soit renseigné, c'est mon business, etc., etc. D'autre part, quand on leur dit, tu dois faire un minimum de temps de rendez-vous, qu'est-ce que tu as foutu, etc., c'est important. Donc, ça permet de se dire à quoi ça me sert vraiment. À quoi ça me sert? Ça me sert pour être plus efficace. Je pense Et que tu ça as tout sert à fait aussi. raison. C'est-à-dire que là, tu alignes quelque chose d'important, tu alignes la rémunération du commercial avec un usage spécifique. Non, mais c'est important. C'est-à-dire, si tu Il faut dis. qu'il y ait des incentives, quoi. C'est ça, c'est-à-dire, il faut Soit que ce c'est soit la REM, aligné soit avec ce c'est qu'on des lui demande primes réellement. qualitatives. Ouais. Mais Complètement. par contre, ce qui est important de savoir, et c'est ce qu'on voit trop souvent, moi, quand je mettais en place des CRM, c'était simple, c'était se dire attention, le CRM, c'est pas la méthode miracle. C'est pas parce que tu mets le CRM que les commerciaux vont être plus efficaces, qu'ils vont suivre les leads. Comme tu disais, Sony, généralement, c'est avant la réunion, ils disent oh putain merde, il y a la réunion commerciale tout à l'heure. Ah, il faut que je mette à jour mes opportunités. Ou alors, on l'a vu aussi, moi, je l'ai vu chez nous avec des commerciaux qui faisaient exprès de ne pas mettre tous leurs leads, leur pipeline dans leur CRM, ou alors au contraire de mettre beaucoup plus de pipe dans leur CRM pour dire regarde, j'ai plein de deals actuellement, etc., pour être en bonne phase de négo. Mais ce qu'il faut, c'est que le directeur commercial se dise OK, le CRM, c'est qu'un outil. Si moi, en fait, je fais pas mon boulot là-dessus, ça va pas. Et s'il doit vraiment prendre les choses en main là-dessus pour savoir est-ce que c'est bien rempli, est-ce que les pipelines, les affaires sont bien remplies. Parce que moi, qui suis au market et en même temps, je gère le CRM, je vois bien des fois, je vois des opportunités, mais je dis, mais pourquoi tu as encore cette opportunité-là? Je sais très bien qu'elle est foutue, c'est moi qui l'ai gérée. Ah oui, mais je ne l'ai pas supprimée, tu sais, machin, etc. Parce qu'en fait, ils n'ont pas cet aspect utilité. C'est au directeur commercial de dire, mais attends, OK, qu'est-ce que tu fous? Le revue de pipe. Et souvent, en fait, quand tu es en closing trimestriel, eh ben, le CRM te sert à ça, à mettre la pression sur tes commerciaux, à dire, OK, alors, OK, d'accord, qu'est-ce que tu vas signer ce mois-ci? Qu'est-ce qui est sûr? Est-ce que tu as fait les bons efforts là-dessus? Et il y a des petits réflexes qui sont simples à se dire, c'est au début de la réunion commerciale, qu'est-ce que tu vas signer cette semaine? Qu'est-ce que tu penses? Et puis à la fin, voilà, qu'est-ce que tu as fait comme boulot là-dessus? Est-ce que tu as bien suivi cette affaire? Parce que le commercial, il y aura plein de trucs à faire, des appels téléphoniques, des rendez-vous, des machins. On lui demande de faire 50 minutes, de remplir des machins. Et est-ce qu'il va vraiment se concentrer sur ce qui est le plus important? Et là, en fait, il est là, comme tu disais, Sony, avec le CRM comme nos CRM, il se dit qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la prochaine action? Qu'est-ce que je ne dois pas oublier de rappeler? Si le mec me dit rappelle dans 3 semaines. Et puis aussi pour le DIRCO, c'est vrai que moi, je mets souvent au niveau du DIRCO parce que c'est avec lui que je bosse beaucoup. Mais
c'est lui faciliter la vie pour piloter son équipe. Parce que arrivé à un certain nombre de commerciaux, tu peux plus gérer au feeling et tu dois vraiment marquer un petit peu les gens à la culotte. Hein. Malheureusement, il n'y a que comme ça. Tu as des gens qui sont sérieux. Nous, je le vois bien, il y a des gens qui sont sérieux. Il y a Régis qui est notre meilleur élève de la classe. Il fait toujours tous les trucs, il passe du temps, il remplit son CRM. Puis tu en avais un autre, Christophe, lui, il remplaçait quasiment pas le CRM. C'était mal foutu. Pourtant, c'était le meilleur commercial de la boîte parce qu'il se concentrait sur ce qui est le plus important. Le CRM, c'est un outil. C'est pas ça qui va faire que les commerciaux vont super performer s'ils l'utilisent pas et comme disait Sony, s'ils n'ont pas compris que ça peut les aider et que justement, ça les aide à faire plus de business. Et nous, on le voit. Hein. Par exemple, là, tu vois, on a un webinaire le 24, on a notre CX Summit, c'est un événement où on va inviter 1100 personnes, etc. etc. Et on a dit aux commerciaux, hey, n'oublie pas de rentrer les contacts principaux secondaires parce que, on va faire des webinaires dédiés pour tes clients, on va faire de la pré-vente pour toi et on va leur faire des webinaires VIP sur tel domaine, Et pour ce fameux CX Summit, tu vois, on va envoyer un message en ton nom à tes clients à toi, ça t'évite d'aller dans ton CRM et de taper ton email. On fait tout pour toi. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à faire un petit. C'est de la sales automation, quasiment. Ouais, enfin, en tout cas, il faut leur montrer que ça va servir. Ça va servir. Autrement, c'est vrai que, comme disait Sony, si tu leur dis remplis des trucs et ils disent, mais moi, je le vois bien. C'est pas la data brute qui est insérée, on peut pas les. Nous, on vend des modules complémentaires au CRM de centre de contact. Et quand notre DIRCO dit, est-ce que tu peux rentrer le nombre de positions du centre de contact, le CRM utilisé, le machin, et qu'on se dit, mais qu'est-ce que tu veux en faire après derrière remplir des infos, ça sert à rien. Il faut que ça serve vraiment et que ça prouve l'utilité. Voilà. Complètement. Je vais donner juste la parole à Alice. J'imagine qu'il n'y a pas trop de questions, d'interactions, parce que vu qu'on a basculé de LinkedIn à YouTube, il n'y a pas de questions à répondre. Ok, très bien. Ça tombe plutôt bien parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Il nous reste 5 minutes. On va faire un tour de table rapide si vous voulez bien. Donc, quels seraient pour vous les 5 conseils à donner avant d'envisager l'acquisition justement d'un CRM? Voilà. Benoît. J'en aurais peut-être pas 5. Mais 3, allez. Allez, non, la première chose qui me vient en tête, c'est un message pour les managers, c'est d'être conscient et réaliste déjà de l'existant, hein, et donc de prévoir un chemin par étapes. Voilà, hein, donc ça, c'est vraiment le sujet et que, en fonction du contexte, si on est au sous-sol ou à la cave, de ne pas envisager de monter au 5e étage tout de suite. Donc, de bien savoir où on est et par rapport au chemin, voilà, d'avoir des étapes et de s'assurer que tout le monde franchit les étapes en même temps. Voilà. Et après, bon, à nouveau, je l'ai déjà dit avant, mais de faire en sorte que la contrainte que va imposer la direction par rapport à ses objectifs, souvent stratégiques, puisse aller de pair avec une aide qu'on apporte aux commerciaux. Voilà. Si on est vraiment que dans la contrainte doit être contrecarré par l'aide qu'on apporte vraiment. Ouais, d'accord. ouais. Parce que, à nouveau, c'est ce que j'ai dit avant, les commerciaux sont peu aboutis. En général, surtout dans les PME, TI, je pense que quand vous rentrez dans une grande structure, j'en sais rien, comme les photocopieurs, Ricoh, ce genre de choses, je pense que les commerciaux, ils rentrent, tout est balisé et tout est canalisé. Quand vous êtes dans des PME, il y a souvent beaucoup plus de flexibilité. Et donc, les équipes commerciales sont en général moins habituées à être dans la contrainte. Donc, il faut leur apporter un plus pour que vraiment les deux parties, si j'ose dire, le management et les opérationnels, s'y retrouvent. S'y retrouvent, voilà. D'accord, super. Bon, ok, donc audit préalable, procéder par étapes et la contrainte, faire valoir la contrainte par rapport à l'aide additionnelle que ça apporte. Super. Michel? Oui, alors quels sont les. On a le droit de reprendre des points clés qui ont été cités par d'autres. Hein. Oui, moi, ce que je mets vraiment en numéro 1, alors nous, on est vu du côté, voilà, quand on voit les clients, là, on essaie d'imaginer les cas où ça marche bien. Effectivement, les cas où ça marche bien, pour donc reformuler ça en termes de conseils, c'est, je répète un peu différemment ce que disait Benoît, mais il faut que nous, on est très vigilants. Si on voit qu'il n'y a pas l'implication de la direction pour être capable de porter le projet et d'être capable d'être vraiment, fidèle aux outils qu'elle met en œuvre dans leur travail au quotidien avec leurs équipes, on considère que le projet est très risqué. Donc, le premier conseil, c'est effectivement
Il faut vraiment que ce soit sponsorisé très fortement par la direction. Implication forte Ouais, du sponsor, que ce soit ouais. le DC ou le DG. Ouais, Ah d'accord. oui, clairement, clairement. Ça, c'est vraiment hyper important. Après, le deuxième conseil, il faut très, très vite être capable d'identifier une équipe projet plutôt légère, mais qui couvrira un peu l'ensemble des catégories d'utilisateurs pour que le projet puisse se dérouler malgré tout sur les premiers jalons. Alors, en gros, je rejoins ce que dit Benoît. Il faut plutôt voir un peu la feuille de route par étape et pas vouloir tout faire pour que les projets débouchent assez rapidement. Donc, autre conseil, c'est effectivement, il faut plutôt faire des projets plus courts avec une ligne directrice, avec une équipe agile qui représente toutes les catégories de parties prenantes dans le process client, là, pour que ce soit déployé dans des délais quand même rapides. D'accord. Quand je dis délai rapide, c'est moins de 3 mois. Bien sûr. Alors bon, après, je laisse les autres intervenants compléter. Ouais, ok. Sonny, qu'est-ce que tu dirais, toi? Alors moi j'ai noté 5 petits points comme ça, mais bon, je suis notamment tout à fait d'accord avec ce que dit Bernard. D'abord, moi je dirais quelle est la population cible? Quel est votre problème numéro un? Quelle est la raison? Vous êtes dans une démarche de numérisation, de changement. Quelle est la raison numéro un qui vous pousse à faire ça? Quel est le problème numéro un que vous voulez résoudre? Et quels vont être vos clients en interne que vous devez adresser en premier? Voilà. À partir de là, est-ce que vous allez décider de prendre un CRM qui est plutôt un CRM central, vous y faire tout, ou plutôt un outil dédié, connecté? Ça, je pense que c'est très important. Autre chose aussi, ne faites pas un cahier des charges, faites un cahier des besoins. Et discutez ensuite avec les gens, mais expliquez votre problème, le problème que vous voulez résoudre. N'essayez pas d'arriver avec la solution de votre problème. Il y a des gens qui travaillent sur les solutions. La méthode agile, il n'y a plus de cahier des charges maintenant, non? Si? Ça existe On en encore? reçoit encore, on n'y répond plus, mais on en Encore? reçoit encore. D'accord. On en reçoit Ah. encore. Aussi, bien sûr, être sûr que vous avez quand même impliqué à un moment les personnes qui vont utiliser l'outil. Alors, c'est sûr que par exemple, quand on parle aux commerciaux, ils vont dire souvent oui, très bien, et sans nécessairement se projeter dans ce que ça veut dire, mais il faut quand même les impliquer parce qu'après, ils vont arriver et faire ah bon, c'est ça, ça ne me va pas. Donc, pensez à l'utilisateur final. Et ensuite, les dernières choses, c'est coût global. Donc, est-ce que vous allez vers quelque chose qui est lourd, avec beaucoup d'intégration qu'il va falloir penser, ou là, je vais prêcher pour ma paroisse, est-ce que vous vous lancez dans une application qui est légère, sans engagement, où vous payez par mois et qui, si elle s'avère être un échec, vous aura permis d'apprendre pourquoi c'est un échec, d'apprendre ce que vous voulez à un coût finalement assez raisonnable. C'est-à-dire, moi je suis assez d'accord, on ne passe pas de la cave au dernier étage comme ça. Je pense que direct. Donc, ne pas hésiter à prendre des petites solutions en SaaS. Il y a zéro risque financier. Et même si vous avez l'impression, même si au bout de 3-4 mois, vous vous dites, ah, ça ne me va pas, bah, vous aurez appris énormément dans ces 3-4 mois sur pourquoi ça vous va pas. Et ça vous aidera probablement à choisir ensuite une solution qui vous va et qui correspond à votre besoin que vous aurez mieux identifié. Et avec un peu de chance, ça conviendra très bien. Et ça En conviendra plus. très bien. C'est-à-dire, en France, on veut toujours, on a un petit côté ingénieur, on veut planifier les choses, on veut écrire les tâches, on veut écrire les listes. Et des fois, nous, on a des gens qui mettent du temps à décider. On fait, mais essaye, ça prend 10 minutes à configurer l'outil. Déploie-le sur 2 équipes, 2 commerciaux, regarde ce que ça donne. Et après, on discute. Ton risque financier, il n'y en a pas. Ta durée d'engagement, il n'y en a pas. La durée de mise en place, c'est 10 minutes. Arrêtons de discuter, de tourner autour du pot. Regarde, est-ce que ça résout ton problème numéro un? Oui, de toute façon, il n'y a aucune solution sur l'étagère qui va résoudre 100% des problématiques. Donc, la question, c'est est-ce qu'on adresse bien 80-90% des choses que tu cherches à résoudre? Voilà, c'est plutôt ça. Après, on peut faire des approches assez pragmatiques avec les outils qu'on a aujourd'hui. Et effectivement, je pense qu'il faut apprendre étape par étape. Et quand on est une TPE, on n'a pas les mêmes besoins que quand on va grossir et qu'on va devenir une PME, et pas les mêmes besoins que quand on va devenir une ETI. Bah, je confirme tout à fait parce que tu sais, quand j'étais product manager, je me suis occupé de 3-4 solutions de CRM, du Hack, du KDP, Vente Partner, du Salesforce, du SalesLogix, plutôt du CRM. Et pour moi, il y a vraiment 2 types de projets. Soit c'est le type de projet pour une TPE, PME, et comme disait Sony, il faut utiliser le produit. Nos CRM, c'est un excellent produit. Je pense qu'il faut un peu plus que 10 minutes. Je pense qu'il faut se consacrer une bonne heure, hein, pour être tout à fait honnête. Mais on va aller une demi-heure si tu connais un peu l'informatique. Mais avec nos CRM, c'est vrai que tu prends un outil comme ça, tu l'utilises, tu regardes, tu vois un peu, tu tripatouilles un peu dans les fichiers, tu dis ah ouais, ça me convient pas. Et généralement, une TPE devra plutôt être conciliante sur ses besoins. Elle va pas mettre tout dans à l'intérieur, elle n'aura pas toutes les infos, on va pas tous travailler à 50 avec le marketing, le service client. Mais comme disait Sony, il faut commencer simplement. Et finalement, on se rend compte avec une solution qu'on va essayer que
ça convient souvent et on fera peut-être un petit peu de dire ok d'accord ça fait pas ci c'est pas ça mais c'est pas grave ça change pas par rapport au gain que je vais apporter. Après tu as les gros projets CRM et à ce moment-là tu veux complètement révolutionner de la cave au plafond et là tu as besoin vraiment d'avoir une réflexion, au moins un chef de projet, savoir ce que tu veux, qui tu veux intégrer. Souvent, tu as des process un petit peu commerciaux particuliers que tu veux gérer. Et justement, là, il faudra faire gaffe à ne pas aller trop dans le spécifique. Et là, oui, tu as un projet. Mais là, attention, ce n'est pas le même budget, ce n'est pas le même coût, ce n'est pas le même timing. Donc, vraiment, dichotomie entre le petit projet où tu as une petite équipe commerciale, tu es 2, 3, allez, on va dire 2, 3, 4, 5, 6, 10, allez, 20 commerciaux. Et bien là, c'est clair que tu peux utiliser un outil plug and play et tu le mets totalement à part. Tu ne le connectes pas au système d'information, tu le connectes juste à ton Outlook, ton Gmail, etc. Et tu te lances et tu vois un peu ce qui marche ou pas. Tu fonctionnes en mode pilote, c'est vraiment important. C'est tester la solution avec une petite équipe parce que si tu le mets dans les mains de tout le monde, alors là, ça va être la galère. Il faut le mettre dans des gens qui sont moteurs, ne pas faire un big bang et révolutionner tout, mais vraiment commencer avec des commerciaux qui vont l'utiliser, qui vont dire ouais, finalement, je gagne du temps, regarde, je fais ci, je fais ça, etc. etc. Et quand tu es ces promoteurs-là, ces gens qui sont pilotes, c'est clair que ça va être complètement différent. La deuxième chose, donc les opérationnels, les faire participer dans le choix. Alors, ça peut être donc le service client, ça peut être les équipes commerciales, ça peut être les équipes marketing. Il faut vraiment qu'ils soient impliqués parce que c'est eux qui vont les utiliser au quotidien. Donc, il faut soit tu l'utilises toi-même, soit en fait tu demandes une démo à ton fournisseur en disant fais-moi une démo en mode storytelling. Voilà ma journée type. Ma journée type, c'est ça. Et je suis commercial, j'ai tel type de client, j'appelle tel truc. Et ensuite, tu as la journée d'action un peu spécifique qui est la semaine ou le mois. Par exemple, le mois, tiens, tout le mois, je dois faire un petit reporting là-dessus. Et l'éditeur, soit il est capable de dire ça, oui, je le fais en standard, regarde. Soit en fait, non, c'est un peu de paramétrage, je ne le fais pas là, mais c'est possible. Ou soit en fait, c'est pas possible ou c'est spécifique. À ce moment-là, on le voit plus tard. Par exemple, on sait très bien que le reporting, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Voilà. Et on vérifie que ça correspond. Pour une TPE-PME, là, il faut être raisonnable et ça va renoncer. Dans une grande entreprise, on accepte ou pas d'avoir tout ce fonctionnel, mais attention, plus tu rajoutes des fonctions, plus tu fais spécifique, plus ça coûte cher et il faut éviter le plus possible du spécifique. Donc, le pilote important, toujours prévoir aussi 10 à 20% de budget en plus lorsqu'on n'est pas du sur-mesure, pas du clé en main, du CRM clé en main, mais quand on fait du CRM sur mesure, toujours prévoir 10%, voire 20% du budget pour les imprévus parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, on aura pensé à un truc et puis on va commencer à mettre en place le CRM et dire ah tiens, j'ai oublié de vous dire, oui, on a aussi tel l'appétit truc. vient en mangeant, c'est ça. Ouais, et ça, en fait, on va arriver à une situation de tension entre l'éditeur ou l'intégrateur et l'entreprise. Et là, ça peut vraiment arriver sur des points de rupture. Tandis que si on se dit, OK, j'en ai pour, par exemple, 50 000 euros pour mon CRM, je me prévois tout de suite 10 000 euros. Je ne vais pas le dire, bien sûr, à l'éditeur ou mon intégrateur, mais j'ai une petite poire comme ça qui me permet de négocier parce qu'autrement, quand le produit est lancé et qu'il faut revoir sa direction une fois, deux fois, 3 fois, et que finalement, les utilisateurs, ils ne sont pas contents parce que le produit ne correspond pas, on l'a mis en place et disent, non, mais regarde, il faudrait changer 3 boutons, il faudrait faire ceci, cela, et qu'on dit maintenant, mais désolé, on ne peut pas faire grand-chose. Là, c'est de la crise de nerfs. C'est la crise de nerfs et c'est vraiment pas génial. Okay. Autrement, au chef de projet, encore une fois, dans un projet CRM, là, c'est faire attention à ce que le chef de projet se fasse pas trop distancé du besoin. Parce qu'en fait, quand on est chef de projet, moi, j'ai géré pas mal de projets. Au bout d'un moment, on travaille surtout en phase avec l'éditeur ou avec l'intégrateur. Et puis, on se dit, non, techniquement, je ne peux pas le faire. Et puis, on commence à faire des concessions. Donc, il faut vraiment faire attention à ces petites concessions-là parce qu'à la fin, on peut perdre de vue l'intérêt de l'utilisateur final. Et donc, il faut, valider avec le sponsor et valider le sponsor qui lui, va prendre un regard externe, dire, tiens, regarde, on a pris ça comme décision, qu'est-ce que ça te va, qu'est-ce que tu en penses? Et il peut dire, non, mais ce n'est pas du tout ce qu'il faut, là, ça ne va pas dans la stratégie de la boîte ou dans le process commercial. Et avoir aussi les utilisateurs. Attention à ces contraintes techniques. Donner du temps au chef de projet et choisir quelqu'un qui connaisse la boîte. C'est vraiment important. Pas un informaticien qui ne connaît pas les process, pas un stagiaire qui vient d'arriver, mais quelqu'un qui va aller voir les gens. Et c'est important d'aller voir les gens, de voir comment ils travaillent et de savoir comment ils passent un call. Parce que si tu demandes au directeur commercial, alors comment ça se passe un process commercial, il va te dire un truc, mais quand il ira voir les commerciaux ou les gens du service client ou du marketing, ils diront non, mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaille. Non, on a arrêté de faire ça depuis longtemps. Ah non, ça, on le fait comme ça. Et c'est voir comment ils travaillent et tester l'outil après comme un utilisateur final et aller vraiment en permanence à voir, tiens, on a fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Et ces petits comités où on montre l'outil avec un pilote qui est commercial et qui l'utilise, ça, c'est vraiment important. C'est ça qui fera la clé parce que autant on peut avoir un très bon CRM
et qui est mal implémenté, bah, ça va être une cata. Et l'inverse, un mauvais CRM qui est très bien implémenté fera quand même le job. Voilà. Moi, je l'ai vécu, comme je te dis, on a eu un Microsoft CRM chez Sage. Microsoft CRM, ce n'est pas un mauvais CRM, et pourtant, le jour où on a mis en place, il y a eu des crises de nerfs, il y a eu des larmes, et ça a vraiment été la catastrophe le premier jour. Et on a mis un mois avant que ça tourne correctement. Et encore, au bout de 6 mois, 9 mois, on n'était encore pas content, quoi. Bon, on Donc voilà. va peut-être pas parler, enfin, continuer trop longtemps. Je vous avais dit que Fred c'était un passionné, donc conseilmarketing.com pour en savoir plus. Je vous ai remis également en fond d'écran un livre blanc que toutes ces personnes d'ailleurs ont contribué à construire avec nous. Donc on vous remettra le lien de téléchargement, n'hésitez pas. Un grand merci à tous d'avoir participé à cette petite table ronde. Évidemment, on aurait pu rester 2 heures de plus. On mettra évidemment toutes les coordonnées des différentes personnes, des différents éditeurs dessous, de façon à ce que vous puissiez les contacter. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci, Au au revoir. revoir. À bientôt. Oui, hello, excusez-moi. Oui, je suis désolé, j'étais en train de terminer une visioconférence. Dites-moi.